Une question qui revient souvent, c'est comment équiper efficacement un bien immobilier. Ici, je vais vous dévoiler ce que je dis aux gens que je conseille, parce que lorsque vous louez un logement en nu, aujourd'hui on va parler uniquement d'équiper un logement nu, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous ne louez que les murs avec une cuisine sommairement équipée, mais un appartement qui est complètement vide. Il y a quand même des choses que vous devez faire attention pour justement optimiser votre tranquillité, optimiser le bonheur du locataire qui va vivre dans votre logement et surtout optimiser votre bien immobilier sur le long, voire le très long terme. Vous allez voir qu'on va parler ici de choix de matériaux et d'équipements qui vont vraiment durer des décennies, qui vont peut-être même aller plus loin que vous dans le temps. Donc ici, ce que je vous propose, c'est déjà, quand j'ai listé les différents critères pour cette vidéo, la première chose qui m'est venue, parce que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises au début de mes investissements, parce qu'au début, j'achetais des appartements qui étaient déjà équipés, parfois même déjà loués, et je voyais en fait quels étaient les problèmes sur lesquels il fallait faire intervenir des artisans pour faire des opérations, ou quelles étaient les différentes plaintes des locataires en fonction des différents équipements. Donc la première chose que je peux vous dire, c'était par rapport aux parois de douche. Ça a l'air tout bête ce que je dis là, mais si vous faites un bac de douche de profondeur 120 de préférence et que à côté de ça vous mettez une paroi avec une vitre fixe et une jambe de force au-dessus pour justement tenir la vitre, vous n'aurez pas de problème. Moi j'ai eu des problèmes avec des cabines de douche avec des portes coulissantes, avec des petites roulettes en bas, des petites roulettes en haut qui n'étaient pas entretenues, qui moisissaient, qui pourrissaient, c'était plein de cheveux, c'était vraiment dégoûtant. Lorsque c'est simplement une paroi fixe qui tient avec une jambe de force, vous n'avez pas de point d'usure, vous n'avez pas de rideau à circuler, vous n'avez pas de porte à ouvrir, il n'y a pas de mécanique et donc c'est quelque chose qui est très fiable. Et même si votre locataire n'entretient pas très bien et que la paroi de douche elle est pleine de calcaire, etc., eh bien avec de bons produits, ça se récupère de manière très facile et rapidement, vous avez à nouveau une salle de bain qui est vraiment good looking, qui est vraiment belle et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de mettre simplement une paroi fixe, pourquoi pas en verre dépoli pour avoir un petit peu d'intimité, mais c'est vraiment l'idéal ici de supprimer tout ce qui est porte coulissante avec charnière, avec glissière, avec roulette, etc. C'est vraiment ici un super conseil. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est dans vos douches, c'est d'avoir de préférence un carrelage qui est sombre avec des joints qui sont noirs. Oubliez le carrelage blanc et les joints blancs parce que les joints, au bout d'un moment, ils vont jaunir ou pire, si le locataire n'est pas scrupuleux avec l'hygiène, ça va noircir et ça va vraiment pas être très beau. Et surtout, une fois que les joints sont noirs depuis trop longtemps, c'est terminé, vous ne les récupérez plus. Donc, si vous mettez un carrelage qui est sombre avec des joints qui sont sombres également, même si les joints sont piqués d'un petit peu de moisissure, eh bien ça ne se verra pas. Un bon coup de javel avec une bonne brosse et puis vous pouvez remettre à neuf complètement votre salle de bain, ce qui n'est pas possible avec des joints blancs. Les joints blancs, une fois qu'ils sont piqués, c'est fini, c'est terminé. Il faut les arracher, les refaire et ça vous demande un artisan qui va encore vous prendre 300-400 € pour refaire des joints. Donc non, choisissez la simplicité dès le départ. Prenez des bons joints époxy justement qui sont de couleur sombre, pourquoi pas de la même couleur que le carrelage. Ça fera peut-être pas la plus belle salle de bain du monde, mais pour vous en tant que propriétaire, vous n'aurez aucun problème à refaire, à remettre en peinture la salle de bain après un autre locataire parce que le locataire d'avant, il peut être parti, il a fait le ménage, mais s'il n'avait pas fait les joints pendant 5 ans, la moisissure est arrivée, il y a des petits picotements noirs qui sont là, c'est dégoûtant. Alors que si vous prenez des joints qui sont déjà noirs, c'est un petit peu comme des chaussures noires. Les chaussures noires, ça s'entretient moins que des chaussures blanches parce qu'elles vont se salir moins. C'est tout simple. Autre chose, là c'est vraiment par rapport au carrelage de la salle de bain et également dans les douches. Mettez bien des carrelages qui montent jusqu'au plafond. Ne faites pas un carrelage qui s'arrête juste là à 1m10, 1m20. Faites un carrelage qui va vraiment jusqu'au plafond. Mettez simplement un plafond blanc en peinture, mais vraiment faites que les 4 murs de votre salle de bain soient complètement carrelés, pourquoi pas dans le même carrelage que la douche, pourquoi pas, ça peut faire des pièces un peu sombres. Après tout, on s'en fiche, vous mettez de l'éclairage, ça peut faire une salle de bain avec une ambiance un peu sympa. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est ce que je fais d'ailleurs dans toutes mes salles de bain dès que je dois les refaire. Je mets tout ça dans des couleurs assez sombres, avec un plafond blanc et des spots au plafond, paroi douche fixe. Franchement, je n'ai aucun problème. Par rapport au chauffage, le chauffage, je ne mets, maintenant j'ai arrêté, j'ai retiré tout ce qui est grippin, radiateur, en bas des fenêtres, etc. Maintenant, je mets des pompes à chaleur qui climatisent aussi bien l'été qu'elles ne chauffent l'hiver. C'est programmable, le locataire est content parce que c'est vraiment le moyen le plus économique d'un point de vue euro de chauffer un logement. J'ai retiré tout ce qui est poêle à bois, j'ai retiré tout ce qui était cheminée. Quand une cheminée, je la condamne parce que je ne veux pas qu'un locataire qui ne fait pas l'entretien de sa cheminée me mette le feu à l'immeuble parce qu'en général, je possède les immeubles en entièreté. Donc, je mets maintenant des pompes à chaleur qui climatisent et qui réchauffent l'hiver et franchement, ça marche extrêmement bien. Et si vous achetez un appartement qui est déjà équipé d'une pompe à chaleur et que cette pompe à chaleur tombe en panne, ce qui peut arriver parce que la durée de vie d'une pompe à chaleur c'est entre 15 et 17 ans, donc il faudra prévoir de remplacer ce matériel-là. L'entretien, je le rappelle, est à la charge du locataire, mais le remplacement complet du matériel est à la charge du propriétaire. Moi, je sais que dans les sous-sols que j'ai dans les immeubles, il y a toujours des locaux pour l'homme ou la femme de ménage, etc., etc. Il y a toujours des radiateurs sur roues qui peuvent être déplacés dans les appartements parce que si en plein hiver vous avez
une pompe à chaleur qui dysfonctionne, votre locataire lui n'a plus de moyens de chauffage, alors que si vous lui apportez 3-4 radiateurs, elle pourra parfaitement se réchauffer le temps de faire intervenir un technicien, parce que ça peut prendre 2-3 semaines. C'est vraiment important ici d'avoir toujours une solution de secours par rapport à ça. Et pour avoir travaillé dans une autre vie dans la climatisation, je sais que ce sont des machines qui peuvent être plus ou moins sensibles, donc si ça tombe en panne, ayez toujours un moyen palliatif pour votre locataire de maintenir au moins la chaleur dans son appartement. Si c'est la clim de l'été qui tombe en panne, c'est pas grave, la clim n'est pas du tout obligatoire. En revanche, vous devez, vous, en tant que propriétaire, fournir un moyen à votre locataire de se chauffer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, ayez toujours à disposition, dans une cave, dans un local aménagé pour vous au sein de votre immeuble, le moyen justement de mettre des radiateurs électriques qui, eux, en général, ne tombent pas en panne. Ensuite, pour tout ce qui est cuisine, salle de bain, chasse d'eau des toilettes, lave-main, je mets toujours de la robinetterie de marque. Je prends toujours la marque Grohe. Je ne prends pas les marques Leroy Merlin, Castorama, etc. Parce que pour moi, ça n'est pas fiable et vous pouvez très bien avoir dans le réseau de votre ville des surcoûts de pression où la pression augmente d'un seul coup. Tous les joints de vos robinetteries peuvent commencer à suinter et à avoir de gros problèmes. Si vous avez de la robinetterie de marque qui coûte 3 fois plus cher que la robinetterie basique, je vous l'accorde, mais au moins un robinet Grohe, croyez-moi, vous l'installez aujourd'hui, dans 40 ans, il fonctionne encore. Je ne veux pas avoir à remplacer des robinets tous les 5-6 ans. Je préfère avoir quelque chose de qualité qui me coûte un peu plus cher à l'achat lors de l'installation, mais après, c'est terminé, je ne veux plus aucun problème. Et surtout, ne lésinez pas sur la qualité du robinet que vous allez changer le plus souvent. C'est le système de chasse d'eau des toilettes que vous allez avoir. Prenez toujours de la marque parce qu'en fonction de la localité dans laquelle vous êtes, l'eau peut être plus ou moins calcaire et le calcaire est l'ennemi numéro 1 des systèmes de flotteurs et de remplissage automatique de chasse d'eau. Donc attention à ça, prenez toujours de la marque, ce sera beaucoup plus résistant que de prendre du premier prix. Alors après, il y a ceux qui prennent le parti de prendre le premier prix et de le remplacer dès qu'il y a un problème. Oui d'accord, mais ce qui coûte cher, c'est pas l'appareil lui-même, c'est le technicien qui va vous facturer 80 € de déplacement, qui va vous facturer peut-être 100 € de l'heure pour remplacer, etc. Donc ça peut vite vous coûter 300 € de juste remplacer un robinet de chasse d'eau, alors que si vous aviez mis peut-être 200 € pour le robinet de chasse d'eau à la base, au lieu de mettre peut-être que 20 €, 200 €, vous êtes peut-être tranquille pendant 40 ans. Vous voyez, essayez toujours de voir quel est le coût, quel est le rapport tranquillité-rentabilité que vous allez avoir, parce que c'est vraiment des choses qui font vraiment la différence. Et moi, lorsque j'achète un bien immobilier, j'estime que c'est mes enfants, mes petits-enfants qui vont en hériter. Donc je fais tout de suite ce qu'il faut pour investir sur le très long terme, y compris sur les équipements auxquels je dois une certaine fiabilité pour mes locataires. Ensuite, pour les murs, moi c'est très simple, je ne fais que du blanc partout, à l'exception de un mur par pièce qui lui va être soit en couleur, soit recouvert d'un papier peint parce que ça donne un effet de profondeur. En général, je prends pas le mur qui est directement exposé à la fenêtre, je prends un mur qui est sur le côté. Ça donne plus de profondeur, ça met un peu plus de chaleur, mais sachez que si vous avez un mur en papier peint et que celui-ci est un petit peu abîmé, en fonction du motif, ça peut vraiment ne pas se voir, surtout si vous avez des motifs un petit peu comme à la mode en ce moment, des motifs assez floraux avec jungle et perroquets, etc. Bon, s'il y a un petit accroc dessus, ça se verra quasiment pas. Alors que si vous avez un mur blanc avec une marque, écoutez, vous mettez les protections avec les scotch et puis vous refaites simplement une peinture sur un mur complet, il n'y a pas besoin de remettre en peinture la totalité de la pièce. C'est vraiment beaucoup plus simple de faire comme ça, croyez-moi, et prenez des peintures qui soient lessivables, des peintures que le locataire pourra essuyer avec simplement une éponge humide, doucement, hop, et puis l'éventuelle trace de crayon qu'un enfant a fait, l'éventuelle valise qui a frotté sur le mur, je dis ça parce qu'en déplaçant une valise ce matin chez moi, j'ai frotté contre le mur et j'ai fait une grosse marque noire, heureusement, un coup d'éponge et c'est parti. Donc voilà, essayez toujours de penser pratique lorsque vous concevez l'usage et la vie dans votre appartement. Ensuite, un appartement, une porte blindée. Ça, c'est la règle fondamentale. Comme vous le savez, je l'ai fait dans une précédente vidéo, je vous l'ai révélé, mais j'ai déjà été squatté dans un des appartements que je possédais en Provence et vraiment, je recommande à personne que ça arrive. Heureusement, ils sont partis de manière vraiment rapide, mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, je sais que les squatteurs, lorsqu'ils vont quelque part, ils vont là où c'est facile. Si vous avez une porte blindée, ils ne vous embêteront pas. Donc mettez toujours une porte blindée. Je sais que c'est un coût qui peut être vraiment important parce que ça peut aller jusqu'à 2000, 3000 € pour la fourniture et la pose d'une porte blindée, mais croyez-moi, c'est le prix de votre sécurité. Si vous voulez faire une croix sur un éventuel squat de votre bien immobilier, prenez cette sécurité-là. Vous pouvez également télécharger le document que je vous mets là, qui est le guide anti-squat pour éviter qu'il y ait le moindre squat dans un des biens que vous possédez. Croyez-moi, c'est quelque chose que j'applique aussi dans tous les biens que je possède et aujourd'hui, je suis tranquille. Ça fait 5 ans que je n'ai plus eu aucun squat et que je ne suis inquiété d'absolument rien parce que j'ai mes propres sécurités que je révèle dans ce document que vous pouvez télécharger en cliquant sur la fiche qui va apparaître ici ou là, je sais pas trop, mais ouais, en tout cas, vous la retrouverez sous la vidéo, c'est certain. Autre chose que je fais pour mes logements, c'est que je mets du carrelage partout. J'ai arrêté de mettre du parquet parce qu'effectivement, quand on met du parquet flottant, il y a un effet waouh, c'est sympa, c'est joli. Sauf que le parquet, ça s'abîme, ça peut se décoller, ça peut mal vieillir, alors que le carrelage, si vous allez chez ma grand-mère par exemple, elle a fait son carrelage dans les années 60 chez elle et aujourd'hui, en 2024, eh bien, le carrelage, il est toujours impeccable. Donc, je peux vous garantir une chose, c'est que le carrelage est bien plus fiable sur la durée que mettre du parquet flottant. Si vous faites du parquet flottant
appartement avec sol en lino, ça fait un petit peu rénovation à pas cher, c'est franchement pas terrible. Moi, lorsque j'achète un bien immobilier, j'estime que c'est mes enfants, voire mes petits-enfants qui vont en hériter. Je ne veux pas qu'ils aient plus de travaux à faire que moi, donc je mets tout de suite des matériaux qui tiendront dans les décennies à venir. Et c'est vraiment important, je sais que ça me coûte peut-être un peu plus cher de faire poser du carrelage, de faire un ragréage et de faire un sol qui est carrelé et qui n'est pas simplement en parquet flottant, mais au moins je suis tranquille, je n'aurai pas de choses à revoir. Parce que si vous avez un locataire qui renverse, je ne sais pas moi, une bouilloire par terre ou qui renverse quelque chose avec des pieds humides ou qu'il y a la salle de bain qui fuit, etc. Si vous avez du carrelage, vous n'aurez aucun problème. Alors que le parquet, ça va se mettre à gondoler, il faudra refaire toute une pièce en entier. Non, ça n'est pas fiable. Quand on vit dans une maison, il y a des accidents, il y a des couacs, il y a plein de choses. Et si vous avez du sol en carrelage, vous n'aurez absolument aucun problème. Également, autre point qui est vraiment important, vous savez que l'ennemi numéro 1 du bâtiment, c'est l'eau. Et donc, pour éviter d'avoir de l'humidité dans vos pièces d'eau, je vous recommande déjà une bonne robinetterie pour éviter la moindre fuite, de bien surveiller vos réseaux d'évacuation pour être sûr que tout s'évacue bien et qu'il n'y a pas de problème, mais également de traiter l'humidité qu'il y a dans l'air avec notamment la VMC, ce qu'on appelle la ventilation mécanique contrôlée. C'est l'aspiration continue dans la cuisine, dans la salle de bain et dans les toilettes. D'accord? C'est important ici d'évacuer l'air en continu pour que l'eau n'humidifie pas les murs. Comme dans les toilettes avec le restant d'eau qui est là ou justement la brumisation qu'il peut y avoir suite à une douche, si vous n'évacuez pas cette humidité, eh bien elle va venir se mettre dans les murs et la peinture va se décoller, le bien va s'altérer. Donc vous devez toujours bien veiller à mettre en place un système de ventilation mécanique contrôlée dans tous vos logements. Ok, c'est vraiment important si vous voulez bien sûr les emmener loin dans le temps et vérifier de manière régulière ou au moins annuelle que l'aspiration se fait bien. Vous prenez une feuille de sopalin ou une feuille de papier toilette, vous la mettez devant la bouche et puis vous voyez si ça aspire ou pas. Si ça aspire, eh ben c'est nickel, il n'y a pas besoin de faire au-delà. Après, peut-être qu'au niveau de la centrale de ventilation et d'aspiration, ça peut être bouché, ça peut être obstrué. Ça m'est arrivé d'avoir dans un de mes immeubles un nid d'oiseau au niveau de l'évacuation. Donc si l'appareil ne peut pas souffler à l'extérieur, ça ne peut pas arriver à aspirer. Donc ça ne marchait pas. Donc il faut vraiment le vérifier de manière régulière pour être sûr et certain que tout fonctionne bien. Et là maintenant, dernier point, et là c'est une originalité de Monsieur Rodolphe. Faites-moi simplement une petite remarque par rapport à ça, mais moi ce que je fais maintenant, c'est que je supprime les interphones dans mes immeubles. Pourquoi est-ce que je les supprime? Parce que c'est une source de panne et de réparation qui est onéreuse par rapport à un petit service rendu. Ce que je fais maintenant, c'est que chaque appartement a un bouton poussoir qui lui permet justement de commander l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble. C'est la seule chose que je fais. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous avez 5 appartements et que vous avez une installation qui est un petit peu ancienne, pas forcément ancienne, mais qui a peut-être 10 ans, si jamais il y a un interphone qui vient ne plus fonctionner, vous faites passer un spécialiste et le spécialiste vous dira: ah bah non, ce modèle d'interphone là ne se fait plus, il faut remplacer les 5 interphones plus l'interface qui est dans la rue et ça va vous coûter 3000 € parce qu'il faut faire repasser un câble. C'est du câble à 12 mèches, à 2 mèches, à 4 mèches. Vous voulez simplement une communication téléphonique avec un bouton pour ouvrir le portail ou justement la porte d'entrée en bas? Non. Moi, je pense aujourd'hui que toutes les personnes qui veulent venir chez vous, elles ont votre téléphone portable. Le livreur Amazon, il a votre téléphone portable. Même parfois, votre facteur a votre téléphone portable lorsqu'il a un recommandé à vous déposer. Donc, non. Ça n'est pas la peine d'avoir des interphones, c'est complètement faux. Donc moi ce que je fais, c'est que je supprime tout, je remplace uniquement, comme je le disais, avec un bouton poussoir qui permet justement aux gens de monter. Et lorsque vous avez une personne, vos enfants ou vos parents qui viennent vous voir: oui Martine, je suis en bas de l'immeuble, est-ce que tu peux m'ouvrir? Et là, clac, vous lui appuyez et vous ouvrez. Et c'est ok, ça marche très bien comme ça. Et au moins, vous n'aurez aucune difficulté pour un bouton poussoir qui envoie simplement un signal au niveau de la gâche électrique et qui déverrouille la porte, plutôt qu'un système vraiment qui va vous coûter 3000 € à remplacer. Et ça va être 3000 € tous les 10 ans qu'il va falloir faire ça. L'interphone, moi, je les supprime et je pense avoir fait le bon choix parce que j'ai jamais personne qui se soit plaint et j'ai arrêté d'engraisser, je dirais, des électriciens qui vous facturent des prix monumentaux pour justement un petit service, alors qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone portable dans la poche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voici en tout cas quelles sont mes astuces que je fais dans tous mes biens immobiliers. Ce que je préfère, c'est ma tranquillité, de ne pas être appelé tous les matins par des locataires parce que ça fuit ici, parce que le ballon d'eau chaude ne marche pas, parce que eh bien, le parquet gondole, parce qu'il y a de l'humidité dans la salle de bain. Non, je ne veux pas de ça. Donc, je pense très bien mes appartements à la base et je peux vous garantir que si vous appliquez tout ce que je mets dans cette liste-là, vous n'aurez aucun problème avec vos locataires. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me poser toutes vos questions en commentaire. Et puis, si vous pensez qu'elle peut aider l'un de vos proches, n'hésitez pas à lui transmettre le lien de la vidéo afin qu'il puisse lui aussi en profiter. Chers amis, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!